Autre front, l'Ukraine. Un sommet des alliés devait se tenir aujourd'hui sur la base américaine de Ramstein en Allemagne, mais il a été reporté, Joe Biden étant forfait en raison de l'ouragan Milton sur la Floride. Mais qu'importe, il en faut plus pour décourager Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien, lui, n'a pas pour autant annulé son déplacement en Europe, bien au contraire. Il a même enchaîné les rencontres à haut niveau à Paris, Londres, Rome et Berlin, en quête toujours de soutien à l'heure où Kiev peine sur le front face aux troupes russes. Et ce soutien, justement, où en est-il? Que demande Volodymyr Zelensky à l'Europe? Eh bien, nous posons la question à notre invité Guillaume Ancel. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien officier et chroniqueur de guerre, auteur du blog Ne pas subir. Alors, que souhaite le président Zelensky en faisant sa tournée des popotes européennes? En fait, vous l'avez montré dans les deux sujets. Il y a une forme de compétition qui s'est instaurée entre le front en Ukraine et le front au Proche-Orient. Or, actuellement, les seuls vrais fournisseurs d'armes et de munitions à l'Ukraine, ce sont les États-Unis. Les États-Unis réservant l'essentiel de leur stock aujourd'hui à Israël, tout en disant qu'ils ne veulent pas de cette guerre, mais c'est eux qui fournissent 90% des munitions, ils ont réduit les approvisionnements de l'Ukraine, qui les met en grande difficulté, tandis que les Européens n'ont jamais réellement pris le relais. Je pense que les Européens n'ont pas pris conscience de l'importance de cette guerre et surtout du fait qu'ils ne mobilisent pas leurs moyens industriels, ils ne font pas une Europe de la défense en termes d'armement, un Airbus de l'armement qui permettrait d'approvisionner suffisamment Zelensky pour qu'il puisse non pas sortir les forces russes d'Ukraine, mais lui permettre d'avoir suffisamment d'avantages tactiques sur le terrain pour empêcher les Russes d'avancer et les obliger à une négociation. C'est ça qu'ils visent, mais pas tout de suite. Vous avez bien dit que vous avez l'impression que les Européens n'ont pas pris l'ampleur de cette guerre? Non, ils ont formé beaucoup de discours. Mais quand on voit l'état de l'Europe de la défense et de la défense de l'Europe, pardon, mais on a honte. C'est-à-dire qu'on est totalement dépendant des États-Unis. Et 2 ans et demi après le début de cette guerre, notre industrie de défense n'a jamais été réellement mobilisée. Le seul moyen de la mobiliser, ce serait de faire ce qu'on a fait dans l'aéronautique. C'est-à-dire un Airbus de la défense qui soit capable de fédérer toutes les capacités européennes, qui sont très importantes. Les budgets de la défense de tous les pays européens sont très importants, même s'ils ne représentent que la moitié de ceux des États-Unis. Mais aujourd'hui, chaque pays vit encore sa défense comme un espèce de petit jardin particulier. C'est pas ça qui fera une forêt. Volodymyr Zelensky dit qu'il a un plan de la victoire à proposer. Est-ce qu'on sait ce que contient ce plan ? En fait, Zelensky, après 2 ans et demi de guerre, a parfaitement compris qu'il n'a pas les moyens de chasser intégralement l'armée russe de son pays. Au même titre que Poutine a très bien compris qu'il n'a pas les moyens d'envahir l'intégralité de l'Ukraine. Pour l'instant, c'est 18%. La Russie en Ukraine, c'est 18% du territoire. Et ils ont mis 1 an à conquérir 1900 km². Je rappelle que l'Ukraine en fait 600 000. Donc à ce rythme-là, il leur faudra à peu près 200 ans pour conquérir l'Ukraine, au prix de pertes massives et de destruction au quotidien. Donc la question, c'est à quel moment on peut entamer une négociation qui ne soit pas une capitulation? En fait, ce que tout le monde attend désormais, et c'est sans doute pour ça qu'il n'y a pas de réunion du groupe de Ramstein aujourd'hui, c'est l'échéance présidentielle américaine. Qu'est-ce que ça va changer si Donald Trump passe le 5 novembre, lui il dit je vais régler ça en une journée? Alors, quand Donald Trump dit je vais régler ça en 24 heures, il veut dire je vais obliger l'Ukraine à capituler, ce qui serait une catastrophe, en particulier pour les Européens. Si c'est Kamala Harris, tout va dépendre justement de l'équilibre qu'elle sera obligée de trouver entre le Proche-Orient et l'Ukraine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle défendra, ou en tout cas pèsera dans une négociation pour que les Ukrainiens puissent avoir des cartes à jouer sur la table de négociation et pas seulement se soumettre aux volontés de cet empereur qui est désormais Poutine. Oui, parce que sur place, pour pouvoir négocier, tout dépend en fait du rapport de force qu'il y aura. Cela fait des mois également que l'Ukraine demande aux alliés des armes de longue portée qui pourraient permettre de tirer sur des cibles militaires russes en territoire russe. Là encore, ça en est où sur ça? Il y a une divergence de vue entre les Européens et les Américains, l'OTAN également? Très forte, une divergence très forte, qui est d'autant plus étonnante que on n'accepterait jamais de Zelensky qui se comporte comme Netanyahou au Proche-Orient. Mais du coup, on a l'impression qu'on lui lie les bras dans le dos. On ne l'autorise pas à frapper en profondeur avec des armes occidentales. Ça changerait vraiment quelque chose? Ah oui, ça changerait quelque chose parce que c'est ce que fait la Russie en Ukraine au quotidien. Donc le fait qu'il y ait une symétrie entre les deux
Et on sait que les Russes sont très sensibles aux frappes, notamment sur les entreprises, ou plutôt sur les stocks énergétiques. Tout simplement parce que ça fait monter le prix de l'essence à la pompe. Et donc la société, là, est sensible au fait qu'elle paye plus cher son carburant. Donc si les Ukrainiens avaient l'équivalent de ce que font les Russes aujourd'hui, eh bien je pense que ça mettrait les Ukrainiens dans une situation de négociation qui serait beaucoup plus intéressante. Et on le voit bien, les Américains sont très réticents alors qu'ils n'imposent aucune contrainte aujourd'hui à Netanyahou. Ça crée des dissensions très fortes à l'intérieur du groupe des 54 pays qui soutiennent l'Ukraine, celui qu'on appelle le groupe de Rammstein. Pourquoi ? Parce qu'ils disent qu'il y a 2 poids 2 mesures. Quand c'est Israël, on n'impose aucune limite. C'est assez terrifiant de les voir bafouer toutes les règles de la guerre sous Netanyahou. Et puis quand il s'agit de l'Ukraine, on leur dit « Ah non, vous ne pouvez pas faire ça parce que vous comprenez... » Et ça, vous l'expliquez comment, vous l'expert de terrain ? Je pense qu'il s'agit d'une réticence historique face à une confrontation directe entre les États-Unis et la Russie. Les Américains craignent plus que tout de se retrouver en confrontation directe avec la Russie à cause de leur arsenal nucléaire respectif. Mais ça n'explique pas le fait qu'ils n'aident pas plus l'Ukraine, comme s'ils avaient peur qu'en fait l'Ukraine finisse par renverser le régime russe. Davantage qu'une crainte d'une guerre avec l'Iran, si on parle du Proche-Orient ? Oui, probablement, parce que d'abord, l'Iran n'a pas encore d'armes nucléaires. En tout cas, on n'en a pas la preuve. Tardé, ouais. Ça ne serait tardé, mais ça ne sera jamais l'arsenal russe. Et puis surtout, on a le sentiment que quand on est au Proche-Orient, bien, au fond, il n'y a plus aucune considération raisonnable qui puisse s'imposer, aucune règle qui s'impose. On l'a vu tout à l'heure dans votre très bon reportage, Israël tire sur les forces de l'ONU, on n'est pas loin de s'excuser. Et Benjamin Netanyahou n'est pas plus raisonnable qu'un Vladimir Poutine. Non, et aujourd'hui, ils utilisent à peu près les mêmes procédés. Donc c'est ça qui nous pose problème. En tout cas, on ne l'accepterait pas de Zelensky. Et donc il faut qu'on se pose la question de, en fait, qu'est-ce qu'on veut pour l'Ukraine ? Pour moi, l'Ukraine est cruciale pour l'avenir de la sûreté européenne. Elle ne l'est peut-être pas finalement pour celle des États-Unis. Merci beaucoup, Guillaume Ancel, pour cet éclairage toujours parfait et juste. Merci.